Un des auteurs présumés de l'attentat djihadiste de Bamako a été tué par les services de renseignement du Mali. C'était hier vendredi dans la capitale malienne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est rendu au Burundi où ils ont appelé vendredi les acteurs politiques à apaiser les tensions à l'approche des élections. En France, le monde médical défilera dimanche en rang serré, une protestation contre le projet de loi santé porté par Marisol Touraine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. Une semaine après l'attentat djihadiste de Bamako, la traque des auteurs présumés a commencé à donner des résultats positifs. Un des auteurs présumés a été tué vendredi dans la capitale malienne par les services du renseignement. Les précisions avec Choguel Maïga, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement malien. L'unité des forces spéciales qui relève la sécurité d'État a pris d'assaut les lieux où les terroristes se cachaient. Beaucoup d'armes, beaucoup de munitions et des armes ont été trouvées sur les lieux où le terroriste a été appréhendé. Et les premières analyses indiquent très clairement que c'est des balles de même nature que ceux qui ont été utilisés le 6 mars à la terrasse pour tuer le Français que nous regrettons. Ce sont les mêmes types de balles aussi qui ont été retrouvées dans le lieu où les terroristes se cachaient il y a quelques semaines. Celui qui a tiré à l'arme à feu à la terrasse, lui, il est en train d'être recherché. Et nous avons bon espoir que les forces de sécurité qui sont largement mobilisées aujourd'hui mettront la main sur lui et sur d'autres. Parce que comme je précise, c'est un groupe qui a été découvert il y a quelques semaines, non loin de Bamako. Et l'arsenal qui a été pris sur eux est identique dans certaines de ses composantes aux armes et aux munitions qui ont été trouvées dans la chambre du terroriste. Un animateur vedette de la télévision tunisienne et un humoriste ont été arrêtés hier vendredi. Selon le parquet de Tunis, les deux hommes ont été arrêtés pour avoir, entre autres, offensé le chef de l'État et commis une escroquerie. Mais déjà, des voix s'élèvent pour réclamer leur libération. Reportage. Il s'agit des premières arrestations de ce genre depuis l'élection du président Béji Caïd Essebsi en décembre. Les deux stars de la télévision seront jugées le 25 mars, notamment pour offense au chef de l'État. L'article qui a été utilisé du Code pénal, qui est l'article 67 sur l'offense au chef de l'État, est déjà un article qui pose problème. Parce que, en principe, c'est un article qui va criminaliser, qui peut être utilisé pour criminaliser des formes d'expression, même critiques, envers le chef de l'État. Et c'est le genre d'article répressif qui continue donc, dans le Code pénal, qui n'a pas encore été réformé. Les avocats chargés de ce dossier affirment pour leur part que l'affaire est en relation avec des appels téléphoniques en vue d'obtenir des informations dans le cadre de l'activité médiatique. Ils accusent par ailleurs la classe dirigeante tunisienne qui, depuis la révolution de 2011, n'a pas nettoyé le Code pénal de ses dispositions répressives. Les autorités successives en Tunisie, dans cette phase de transition, ont toutes promis une réforme du code pénal et du code de procédure pénale, mais rien ne s'est passé concrètement. Et cela est dû à plusieurs, à plusieurs facteurs, dont notamment la surcharge de choses qu'il fallait faire. Il y avait une constitution à écrire, il y avait aussi d'autres lois comme le code électoral, comme également d'autres priorités. Peut-être c'est une question de priorité. Dans le code de procédure pénale tunisien promulgué en 1913, il est très clair que la privation de liberté ne peut être qu'une exception et réglée également par des conditions très précises. Mais il semblerait qu'elle soit en Tunisie devenue vraiment le principe ou la règle de base appliquée par la justice.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est rendu au Burundi vendredi. Lors de sa visite, le Conseil a appelé les acteurs politiques burundais à apaiser les tensions à l'approche d'élections générales à haut risque prévues en mai et juin. Les détails. À 2 mois des élections législatives et à 3 mois de la présidentielle, les tensions ne cessent de croître dans le petit pays d'Afrique des Grands Lacs à l'histoire récente marquée par une longue guerre civile. Au Burundi, de plus en plus, ces tensions se cristallisent autour de la décision du président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer ou non un 3e mandat. Une délégation du Conseil de sécurité composée des ambassadeurs français François Delattre, l'américaine Samantha Power et l'Angola Ismaël Martins était vendredi à Bujumbura. Consolider le pays, c'est la chose la plus importante pour pouvoir avancer vers l'avenir avec confiance. La confiance du peuple par rapport au chef du pays et la confiance du chef du pays par rapport au peuple et avancer ensemble. C'est ce que nous voudrions pour le Burundi. Pendant cette période difficile, cette période d'élection, tout citoyen, tout leader politique venant du gouvernement ainsi que de l'opposition a besoin de prendre des décisions en fonction de ce qui est bien pour le peuple du Burundi et pour la paix dans ce pays. L'opposition burundaise et une partie de la société civile jugent un 3e mandat inconstitutionnel, ce que le camp présidentiel réfute. Notons que la constitution burundaise prévoit que le chef de l'État est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Rappelons que le 5 mars, l'Union européenne avait pris pour la première fois position sur cette question, estimant qu'une nouvelle candidature de Pierre Nkurunziza pourrait présenter des risques. 2 jours plus tard, la très influente Église catholique burundaise avait estimé que toute personne élue à la tête du Burundi ne peut aller au-delà de 2 mandats de 5 ans chacun. Première mondiale en Afrique du Sud, une équipe de médecins a annoncé vendredi avoir réussi la greffe d'un pénis. Le patient, un Sud-Africain de 21 ans, avait été amputé il y a 3 ans après une infection provoquée par une circoncision mal effectuée lors d'une cérémonie traditionnelle africaine. Le jeune homme a été opéré à l'hôpital Tiger Bear du Cap durant 9 heures le 11 décembre. Le pénis a été prélevé sur un donneur décédé. Il a recouvré après 3 mois toutes les fonctions urinaires et reproductives de son organe, suivant les précisions du chef du département urologie. C'est en effet la première greffe de pénis réussie du monde, à notre connaissance, c'est-à-dire en cherchant sur Internet et les publications. Notre objectif, c'était que le patient puisse uriner, diriger son flux urinaire, être capable d'avoir un rapport sexuel et de jouir, avoir des éjaculations normales. Donc ce patient nous a surpris et après 3 mois, il est complètement actif sexuellement, il a des érections normales et rencontre d'éjaculation et d'orgasmes normaux. Le bloc opératoire était préparé de façon à ce que nous ayons à faire la greffe, mettre un rein et aller chercher, vous savez, le donneur et tout cela dans le même bloc. Donc c'était un temps long jusqu'à 16 heures, ce qui laisse peu de temps pour avoir de la marge. Mais ça devait marcher dans nos conditions et ça a marché. On a été très chanceux d'avoir une correspondance de couleur dans ce premier cas. C'est un gros bonus. Mais ce que j'ai dit à mes patients, c'est qu'ils doivent s'attendre à ce que l'on prélève de la peau de leurs propres jambes, de l'intérieur de la cuisse pour la greffe au pénis pour avoir une correspondance parfaite. Ceux qui perdent un pénis dû à une circoncision qui s'est mal passée sont souvent pauvres et sans emploi. Comme on a pu le constater, c'est une situation de grande vulnérabilité. Ce que ça veut dire pour eux, c'est que ça crée de l'espoir. Le 15 avril prochain, les Togolais se rendront aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Faure Gnassingbé, le président sortant dont la candidature a été validée par la Cour constitutionnelle, va tenter de briguer un 3e mandat. Le 15 avril prochain, les Togolais éliront un nouveau président de la République. Faure Gnassingbé, président sortant et candidat, va tenter de briguer un 3e mandat controversé à la tête de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. C'est autour de ce que le président doit pouvoir faire et pour que ça témoigne de l'attachement que la population
ont pour sa politique et son projet de société. En face, Jean-Pierre Fabre fait figure de principal opposant pour l'élection présidentielle. En campagne dans le centre du Togo, il axe sa campagne sur l'exaspération politique des citoyens. La famille Gnassingbé règne sur le pays depuis 48 ans, après le coup d'État du général Eyadema en 1967. Le principal enjeu, c'est le changement. C'est la nécessité pour les Togolais de changer de régime, d'en finir définitivement avec le système Gnassingbé qui, par ruse, par la violence, se maintient au pouvoir. Un discours qui fait mouche dans les rues de Lomé, la capitale du Togo, d'autant que la colère monte après la décision en juin 2014 du Parlement de rejeter un projet de loi pour limiter le nombre de mandats présidentiels. Comment une même famille peut nous diriger plus de 50 ans, nous n'allons pas vouloir le changement? C'est impossible, l'homme ne peut pas vivre comme ça. Être dirigé par les mêmes personnes chaque année, c'est pas possible. C'est ça que tout le peuple togolais attend. Que la famille Gnassingbé quitte le pouvoir pour que le Togo change. Pour faire venir les bailleurs de fonds, pour créer les sociétés, pour que le Togo sorte de ces impasses. Autre sujet de mécontentement, le fichier électoral. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme réclament des réformes, accusant le gouvernement de bourrer les urnes avec de faux ou défunts électeurs. Pour moi, au Togo, on ne saura arriver à faire partie de ce régime que par des élections libres, démocratiques et transparentes. Sinon, pas la rue. La victoire de l'opposition est loin d'être acquise. 3 autres candidats sont en lice pour la présidentielle qui se joue lors d'un scrutin à un seul tour. Des élections qui s'annoncent donc sous haute tension et qui risquent de réveiller les violences de 2005 qui ont fait près de 500 morts. En France, le monde médical défilera dimanche en rang serré contre le projet de loi santé porté par Marisol Touraine, généraliste, chirurgien interne, mais aussi infirmiers et kinésithérapeutes sont concernés. Les organisateurs espèrent dépasser le cap des 20 000 manifestants. Reportage. La première lecture du projet de loi santé en séance plénière à l'Assemblée devrait avoir lieu début avril. Mais le calendrier législatif va être surchargé d'ici à l'été. Alors que le projet de loi santé arrive mardi en commission des affaires sociales à l'Assemblée, la ministre de la Santé Marisol Touraine a demandé au chef du gouvernement qu'elle soit votée en procédure d'urgence. Le projet de loi santé fait l'objet d'une vive contestation parmi les médecins libéraux, les autres professions de santé, mais aussi les internes ou les chefs de clinique. Nombre d'entre eux se préparent à manifester dimanche. Certains ont amorcé le mouvement vendredi par une grève des gardes et des urgences. Samedi, tous les professionnels de santé sont appelés à fermer leur cabinet. Non au projet de loi santé, tous unis pour la santé de demain. Voilà le mot d'ordre unitaire derrière lequel les soignants défileront de la place d'Enfer Rochereau dans le sud de Paris jusqu'au ministère de la Santé dans le 7e arrondissement. On ne veut pas perdre notre indépendance et notre liberté. Que les malades nous choisissent, la liberté de choix pour les malades doit se maintenir. La liberté pour les patients de garder leur secret professionnel pour eux, leur secret médical pour eux. Et la liberté pour les professionnels de santé, d'abord de prescrire tout ce qu'ils veulent. Et puis probablement aussi nous souhaiterions que la liberté d'installation soit maintenue. Quand on donne l'illusion à un pays qu'un service est gratuit, le service se dégrade. Quand demain le tiers payant sera passé, la volonté c'est que le tiers payant permette la gratuité totale et entière des soins pour tous. Une nouvelle fois, ça valorisera le mauvais malade et le mauvais médecin. C'est-à-dire que le malade qui a envie de consommer et de surconsommer, il pourra consommer et surconsommer, plus personne ne l'arrêtera. Moi je veux bien qu'on rediscute, mais il fallait peut-être discuter avant. Maintenant on est en colère, jusqu'où on ira, probablement jusqu'au déconventionnement, c'est-à-dire qu'on quittera l'assurance maladie ou on quittera le pays. Mais la mesure est plébiscitée par les Français. 63% y sont favorables selon un sondage récent. Et la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a confirmé lundi que la généralisation du tiers payant aurait bel et bien lieu d'ici à 2017. Cette déclaration a été vécue comme une provocation par le monde de la santé qui s'est senti dupé par la ministre. Pour apaiser les esprits, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé mardi une grande conférence santé pour tracer des pistes sur l'avenir à moyen terme du système de santé en France.
Ce sera tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Bonne suite de journée à vous. Au revoir.